Séville ouvre une nouvelle page pour le financement du développement. Les participants, notamment la forte délégation malienne, invitent à l'engagement, donnent des pistes en vue de l'atteinte des ODD avant 2030. Ces doléances sont citées dans la déclaration de Séville adoptée lors de la clôture des travaux. On en parle dès le début de ce journal. Fin de plénière au Conseil national de transition dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025. Pour cette ultime session avant les vacances, les membres du CNT ont planché sur 3 projets de texte intéressant la vie de la nation. Tous adoptés, ils portent sur le réajustement du système institutionnel du pays. Suite à l'attaque de cette localité du pays, les autorités appellent à la vigilance de tous. Elles demandent plus de responsabilité et favorisent la voie de la dénonciation. L'édito de la rédaction revient sur ces aspects tout à l'heure. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes en mode prévention réuni ce jeudi matin. Ils évaluent l'annonce faite par Mali Météo concernant l'abondance de la pluie de cette année. Les populations sont invitées à prendre toutes les dispositions nécessaires et urgentes pour faire face à d'éventuels cas d'inondation. C'était là le sommaire. Bonsoir. Les ambassadeurs des premiers Jeux de l'AES reçus à Koulouba, tous champions du monde dans leur discipline sportive. Les ambassadeurs ont été félicités par le président de la transition. Le général d'armée, Assimi Goïta, les a exhortés également à rester des modèles pour la jeune génération en véhiculant les valeurs de notre espace. Compte rendu, Kodji Sibi, Siriki Balo. La marche de l'AES, c'est autour des valeurs, celles mettant en avant la bravoure, la résilience et la solidarité. Il n'y avait pas mieux que ces champions pour partager ces valeurs et inciter les jeunes à en prendre conscience. L'haltérophile burkinabé Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanoud, alias Iron Bibi, 7 fois champion du monde, le Nigérien Abdulrazak Alfaga, double champion d'Afrique de taekwondo, et le Malien Daba Modibo Keïta, double champion du monde de taekwondo. Logique que le président en exercice de la Confédération les reçoive après la mission. Le président de la transition est fier d'être en face de ces grands champions qui font honneur à notre espace. Il les a exhortés à jouer leur partition dans le noble combat pour le développement et surtout pour relever les défis liés à la paix, la sécurité et au bien-être de nos populations respectives. Les athlètes se disent honorés et n'ont pas manqué de rappeler le slogan du général d'armée Assimi Goïta. C'est un grand honneur aujourd'hui d'être reçu par son Excellence le président de la transition et je suis très content. Nous sommes ici dans le cadre des Jeux de l'AES et qui est vraiment une très grande innovation qui va non seulement créer plus d'intégration entre ce vaillant peuple d'AES. Franchement, c'est un grand succès. Et en tant qu'ambassadeur, mon devoir vraiment, c'est toujours de répondre présent et pour cette jeunesse. Je tiens de ce fait à dire merci à Monsieur le Président et lui dire qu'en tant qu'ambassadeur, en tant que jeune, nous restons à ses côtés dans ce combat-là qui est le nôtre. Dans ce combat-là qui est le nôtre. Parce que je me souviens bien, le président lui-même a dit, je le cite, « Si j'échoue, la jeunesse aura échoué ». Et ce combat-là, je pense que le plus important, il va falloir qu'on puisse faire de telle sorte que cette jeunesse-là s'implique le maximum possible pour qu'on puisse atteindre la victoire finale. Daba Modibo et Iron Bibi ont invité les jeunes à se battre sans relâche pour réaliser leurs rêves. Le courage, l'abnégation et surtout la discipline doivent être les maîtres mots pour atteindre le sommet. La jeunesse a toujours besoin de modèles, la jeunesse a besoin de repères. Et nous qui avions eu cette chance de décrocher des titres mondiaux, c'est notre devoir d'être présent, de les encourager. Et je dirais à la jeunesse de simplement me voir comme un modèle et un exemple. La richesse d'un pays, pour moi, ce n'est pas la richesse en fait dans le sous-sol, c'est la richesse en fait, c'est la ressource humaine. Et si cette ressource humaine n'est pas préparée pour le combat qu'elle doit mener, en fait, ça risque de partir à l'échec, au fait. Donc moi, j'appelle cette jeunesse-là de telle sorte qu'elle soit consciente et qu'elle s'attache à nos valeurs ancestrales qui ont été toujours le respect, l'humilité, le pardon. Sous la houlette du président Assimi Goïta, ces premiers Jeux de l'AES ont été une réussite. Le Burkina Faso a récupéré le témoin pour l'organisation des deuxièmes Jeux à Ouagadougou.
4 jours de travaux, 6 tables rondes et de nombreux tête-à-tête à Séville, en Espagne, aura servi de tremplin pour le chef de gouvernement de réaffirmer toute la place du Mali sur l'échiquier international. La délégation malienne conduite par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, représentant le président de la transition, a fortement participé aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Une déclaration dite de Séville a été adoptée par les participants. Elle invite à l'engagement, donne des pistes en vue de l'atteinte des ODD avant 2030. Pour ainsi dire que Séville ouvre une nouvelle page pour le financement du développement. Mamari Kone, Aliou Touré, compte rendu. Le développement n'est pas un privilège, mais un droit pour tous. Cette conviction du président du gouvernement espagnol a été le fil conducteur des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Adoptée à l'ouverture de la conférence, la déclaration de Séville donne les orientations pour l'accélération de l'atteinte des objectifs pour le développement durable d'ici 2030. Ces domaines d'action sont les ressources publiques internes, les entreprises et finances privées à l'échelle internationale, la coopération internationale, le commerce international, la dette et sa viabilité, l'architecture de la finance internationale, la science et la technologie. L'engagement est de mettre en œuvre des politiques concrètes pour un développement durable et renforcer le multilatéralisme. À Séville, à travers 6 tables rondes et 470 événements spéciaux et parallèles, les participants ont adopté un rapport qui retrace les grandes lignes des travaux. L'Organisation des Nations Unies, organisatrice de la conférence, salue la solidarité et l'unité de la communauté internationale qui ont abouti à des résultats probants. La conférence de Séville a apporté une réponse forte. Nous nous sommes mis d'accord sur un document final, l'engagement de Séville, qui reprend les engagements d'il y a 10 ans. L'objectif, c'est de donner un nouvel élan, un nouvel espoir à la réalisation des ODD. Le document final contient 3 engagements principaux. Tout d'abord, investir pour combler le déficit de financement. Il y a des mesures pour faire croître les flux de capitaux. Deuxièmement, faire face à la crise de la dette. Les actions agréées visent à repenser la façon dont la dette est utilisée, gérée, traitée, pour que cela contribue au développement durable. Selon le président du gouvernement espagnol, cette 4e conférence de Séville a approfondi les grandes lignes d'action à travers les 6 tables rondes. Aujourd'hui, nous clôturons cette conférence avec des résultats précieux. Des résultats qui découlent d'un travail collectif, qui découlent de ces séances de discussion où nous nous sommes écoutés les uns les autres pour donner un nouvel élan à la coopération au développement, pour donner un nouveau souffle aux ODD. Nous devions agir et à Séville, nous avons agi. Au cours de ces derniers jours, dans la capitale de l'Andalousie, Séville a été un espace de rencontre, un laboratoire pour faire émerger des idées, des accords. Nous nous sommes exprimés clairement, haut et fort, nous avons dit ce qui ne fonctionnait pas. Et nous avons fixé un cap pour que les solutions parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons misé sur le multilatéralisme et dans le même temps, nous avons décidé de le réformer. Les participants à la 4e conférence internationale sur le financement du développement quittent Séville avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'espoir de voir le développement s'accélérer dans l'immédiat. Et en marge des travaux toujours à Séville, le ministre des Affaires étrangères a eu une rencontre avec son homologue espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne. Abdoulaye Diop et José Manuel Alvarez Bueno ont échangé sur les sujets de coopération et la tenue de la prochaine commission mixte de coopération. D'après les propos du ministre Diop au micro de Mamari Kone et Aliou Touré, le Mali et l'Espagne sont sur la même longueur d'onde. Écoutons. Nous avons tenu tout d'abord à féliciter l'Espagne pour l'organisation réussie de cette 4e conférence pour le financement du développement et aussi sur le plan bilatéral. Nous avons évoqué les différents points de cette relation. Les relations entre l'Espagne et le Mali sont bonnes au plan politique mais aussi au plan de la coopération. Malgré les difficultés auxquelles notre pays a été confronté ces dernières années, l'Espagne a maintenu sa coopération avec le Mali et cette coopération est alignée sur les principes qui guident l'action publique dans notre pays.
Au plan politique également, bien qu'étant membre de l'Union européenne, l'Espagne a maintenu une bonne qualité de dialogue constructive avec notre pays pour pouvoir analyser, examiner ensemble les défis auxquels notre pays est confronté sur le plan politique comme sur le plan de la sécurité. Nous travaillons également avec l'Espagne dans le cadre de certains mécanismes régionaux de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Vous savez aussi que l'Espagne aussi regorge d'une importante communauté malienne, qui est la deuxième communauté malienne en Europe après la France. Et nous avons salué et remercié les autorités espagnoles pour l'hospitalité et l'accueil qui est accordé à cette communauté, mais surtout pour l'approche humaine de l'Espagne par rapport à la problématique de la migration de façon générale et tous les efforts qui sont faits par l'Espagne pour pouvoir aussi favoriser une migration régulière. Nous avons discuté de la nécessité d'évoluer vers une convention circulaire entre nos deux pays pour mieux gérer cette migration régulière, mais nous sommes aussi convenus de travailler ensemble pour faire en sorte que nous puissions davantage contenir la migration irrégulière. Nous sommes convenus de travailler ensemble dans un avenir proche pour pouvoir tenir la prochaine session de la commission mixte entre l'Espagne et le Mali. Et je sors de cette réunion réconforté par rapport à l'engagement de l'Espagne à maintenir son action au Mali, à maintenir le dialogue avec le Mali, mais aussi nous avons parlé aussi de la situation dans la région, l'Alliance des États du Sahel, la relation avec nos voisins de la CEDEAO, et sur l'ensemble de ces questions, nous avons une convergence de vues avec nos amis espagnols. Sur le plan politique aussi, l'Espagne reste attachée au respect de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali, parce que c'est un défi interne pour l'Espagne, elle-même également. Je crois que de ce point de vue, nos deux pays ont des approches similaires. L'actualité ici, c'est la fin de plénière au Conseil national de transition dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025, occasion pour le président de l'institution parlementaire de faire le point des grandes lignes qui ont marqué la session. On retrouvera le reportage de Aridjouma Tina au cours de cette édition. On va revenir ce soir plus en détail sur l'attaque terroriste du 1er juillet dernier, précisément dans la ville de Nioro. Ce soir, le chef d'état-major du poste de contrôle tactique avancé de Nioro, le colonel Gilbert Keka Diarra, revient pour nous sur les faits. Des explications données au micro de Moussa Diakité, notre correspondant permanent depuis Nioro. Le mardi 1er juillet, la ville de Nioro a subi une attaque complexe terroriste. Attaque contre laquelle l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la ville de Nioro a répondu avec succès. Le bilan à l'arrivée est connu de tous. Cette riposte prouve à suffisance la montée en puissance des forces armées et de sécurité du Mali. Ce succès est aussi le mérite de la population qui nous a assistés en renseignement et en information. C'est ce qui a valu cette victoire de ce 1er juillet. Aussitôt, d'abord, le lendemain, hier par exemple, on a tenu d'abord une réunion de briefing. Nous sommes encore sur pied d'ordre et à mesure de riposter. Nous appelons la population au calme. Nous comptons énormément sur eux, afin que chaque fois qu'il y a des événements suspects, des mouvements suspects, qui viennent à nous et qui nous rendent compte. Actuellement, à l'heure où je vous parle, la situation est sous contrôle. Les populations peuvent vaguer librement à leurs occupations. Même hier, tout près, on avait entendu des rumeurs disant que on a demandé à ce que le marché se ferme. Nous, on a formellement démenti. Actuellement, le moral de la troupe est au beau fixe.
Oui, portés par l'élan d'un peuple résolu, les forces armées maliennes ont protégé avec force et abnégation les populations maliennes contre les groupes terroristes dans les régions de Kay, Nioro et Ségou. Une opération coordonnée, rapide et efficace a permis de neutraliser plusieurs assaillants et de repousser la menace. Dans ce climat de menaces, d'attaques, de destruction de l'économie du pays, de viols, de mariages forcés, les autorités appellent à la vigilance de tous. Il ne s'agit pas de rendre justice, mais que chacun, dans un élan civique, choisisse la voie de la dénonciation. Suivant l'édito de la rédaction avec Garibou Pérou. Vent de feu et de courage a soufflé fort dans les régions de Kay, Nioro et Ségou. Les forces armées maliennes ont porté des coups décisifs aux terroristes qui ont attaqué ces trois régions. L'ennemi a été mis en échec, ses prétentions à faire fléchir une nation debout déjouée. Frappé dans son orgueil, il semble désormais se replier sur le terrain virtuel des réseaux sociaux où il tente d'exhaler sa rancœur contre ceux qui ont fait le choix de la fermeté dans la dignité. Ce qui redoute cet ennemi, ce n'est pas seulement la force militaire, mais l'union d'un peuple solidaire rassemblé autour des institutions régaliennes. Faut-il alors céder à la peur? Certainement pas. L'heure n'est ni au repli ni au doute. Il ne s'agit pas de témérité, mais de discernement. La vigilance doit désormais devenir le rempart quotidien des citoyens. Elle est l'arme silencieuse mais efficace d'une population éveillée, consciente que la sécurité est un chantier collectif. L'ennemi, dans son plan, cherche à répandre le froid dans le cœur malien. Pourquoi porter atteinte au bien des paisibles citoyens? Mais cette tentative ne fait que raviver un courage ancien, celui hérité des générations de guerriers. Chaque refus de céder, chaque rejet de la compromission, chaque jeune qui se détourne de la voie de la violence constitue une victoire pour le pays. La flamme de la paix et de l'unité est rallumée. Ni le tumulte des armes, ni les menaces numériques ne pourront l'éteindre tant que demeure la détermination d'un peuple à défendre sa souveraineté. Loin de confondre avec la peur, chaque Malien doit être vigilant. Et après les attaques terroristes contre les forces armées maliennes, nous continuons de recevoir des communiqués de condamnation. Ils sont du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, l'Amsunel Irganda, la Fédération malienne des associations et personnes handicapées, l'Association des cheminots retraités du Mali, le collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental, l'association culturelle Soninké du Mali, Ensemble pour le cercle de Sadiola, le réseau national de la jeunesse du Mali, le bureau exécutif national de la Limama, Massarena, l'union des enseignants de la langue arabe et la culture islamique au Mali, le collectif des amis du général d'armée Assimi Goïta, la Confédération malienne du travail, le Conseil national de la société civile, le Conseil régional des personnes âgées de Kay, l'amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati. Tous condamnent ces attaques lâches et barbares. Ils expriment leur solidarité et soutien indéfectible aux forces armées maliennes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils appellent les Maliens à se mobiliser autour des FAMA pour faire face à la menace terroriste. Mali Météo annonce de la pluie abondante cette année, suffisant pour alerter la population à prendre les dispositions nécessaires pour faire face à d'éventuels cas d'inondation. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes était réuni ce jeudi matin pour évaluer la situation et réévaluer son dispositif de prévention et de gestion. Le reportage de Awa Ditma Kamara avec le concours de la DIRPA. 1614 mm, c'est la quantité de pluie tombée au Mali en 2024. Un chiffre qui, à lui seul, résume les dégâts causés par les pluies diluviennes, des pertes en vie humaine, des maisons effondrées, des animaux emportés et même les greniers n'ont pas échappé à ces catastrophes naturelles. Une situation qu'il faut vite oublier et prendre des dispositions appropriées pour minimiser les cas d'inondation. L'alerte a été donnée la semaine dernière par le Premier ministre qui a visité les installations du SECOGEC. Cette visite du chef du gouvernement ouvre la voie à la réunion du comité interministériel chargé de la gestion des crises et catastrophes. Le but de l'exercice est de tirer les leçons du passé, coordonner les réponses et surtout anticiper. Nous avons constaté des cas de foudre déjà à Kay, à Sikasso, et d'ailleurs malheureusement il y a eu des morts d'hommes. Il y a 2 personnes qui ont perdu leur vie à Sikasso. Nous avons un cas de catastrophe qui n'a pas en relation avec les inondations, qui est l'effondrement des aménagements
des zones artisanales, donc avec une perte de 3 personnes. Il y a eu des 4 inondations à Bamako, 6 cas d'inondations à Bamako et 3 à l'intérieur du pays. Et déjà, malgré un démarrage tardif, Mali Météo annonce de fortes pluies cette année, voire excédentaires. Des pluies qui s'étendront jusqu'à novembre 2025. Et chaque année a ses risques. La population doit s'attendre à une bonne pluviométrie et ensuite à une bonne campagne de pluie. Nous suivons de près l'évolution de la saison des pluies 2025. La situation est suivie de très près par les autorités de la transition. Celles-ci ont d'ailleurs pris des dispositions pour renforcer le stock de sécurité nationale après les événements malheureux de 2024. Et la question fait l'objet d'attention toute particulière au commissariat à la sécurité alimentaire. Pour 2025, nous avons prévu à peu près 3700 tonnes de vivres pour les demandes d'appui. Quand on parle de demande d'appui, il y a les inondations, il y a aussi les demandes individuelles et puis il y a aussi des regroupements qui peuvent aussi faire des demandes au nom des populations vulnérables qui sont touchées par l'insécurité alimentaire, l'inondation et la crise, etc. En tout cas, la vigilance doit être de mise et les conseils des spécialistes doivent être appliqués afin de prévenir d'éventuels cas d'inondation. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, la Maison de la Presse, les associations et organisations professionnelles de la presse prennent acte des résultats de l'appel à candidature pour les fréquences et des autorisations pour l'établissement, l'exploitation et la distribution des services privés de communication audiovisuelle. Selon elle, cet appel à candidature a été organisé dans des conditions opaques. En effet, ce n'est qu'à la proclamation des résultats définitifs qu'est la liste des localités concernées, la typologie des médias, le nombre de médias par localité ont été connus. Cette pratique jette du discrédit sur cet appel à candidature selon le communiqué. Le comité du Sincère ANR a fait le point des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les voilà ses membres au ministère des Transports et des Infrastructures pour parler par exemple de la stratégie nationale pour la relance des chemins de fer du Mali. Mamadou Fani. La relance des chemins de fer du Mali fait partie des recommandations fortes des Assises nationales pour la refondation. La mise en œuvre de cette recommandation était au centre des échanges entre les membres du comité de suivi du Sincère ANR et le ministre des Transports et des Infrastructures. Le chemin de fer a connu effectivement, à cause du courage et l'engagement du département, une relance en 2023 et ça fonctionnait jusqu'au moment où les inondations ont commencé. Et ça a mis en péril des ponts et des passages qui obligent le département à reprendre ce chemin de fer. Le développement des infrastructures routières, ferroviaires, le transport aérien, c'est très ambitieux comme engagement et nous trouvons que le département il est très organisé. Il y a de nombreux ingénieurs qui planifient les activités et ça demande vraiment du temps. De nombreux défis sont à surmonter pour le maillage du territoire en réseau de chemins de fer. Il s'agit des contraintes financières, une urbanisation sauvage et l'insécurité. Mais des efforts sont faits par le gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations. Il y a un ambitieux projet de désenglavement du Mali à travers les chemins de fer qui devrait aller chez les pays voisins. Et il se trouve qu'ils ont fait l'étude détaillée. Ils ont le budget qui part jusqu'à 402 milliards. Et là, ils sont dans la perspective de mobilisation des ressources pour pouvoir entamer ce projet ambitieux. Après échange, je crois des informations pertinentes ont été données à l'équipe. Et à partir d'aujourd'hui, ces informations vont leur permettre de voir et d'évaluer et de voir comment les indicateurs qui sont inscrits ont pu être atteints. Et dans le cadre de l'AIS aussi, beaucoup de concertations ont eu lieu et ces concertations continuent pour qu'un maillage réel en chemin de fer du territoire malien soit élaboré. Au sortir des échanges, les membres du comité se disent très bien édifiés par rapport à la politique nationale de désenclavement du pays. Ils souhaitent cependant une accélération de la mise en œuvre de cette recommandation très attendue par les usagers des chemins de fer.
Mise en œuvre des recommandations des États généraux de la santé, les séances de travail des groupes mises en place. Au total, 4 se penchent depuis ce jeudi sur les thématiques comme l'accueil, l'hygiène et la communication, le RAMU et la gratuité, la gestion des urgences et ressources humaines, la gouvernance, les textes et le diagnostic du système de santé. Ils seront en travaux durant 3 jours afin de produire un document qui pourra servir de levier à la refondation totale du système de santé au Mali. Boukari Koulibaly, Idrissa Traoré pour le reportage. Tenus du 17 au 19 décembre 2024, les États généraux de la santé ont donné naissance à 68 recommandations. Les 4 groupes de travail désignés pour l'élaboration de la feuille de route se mettent au travail. 4 thématiques majeures sont au menu des échanges. Groupe 1, accueil, hygiène et communication. Diffusion et mise en pratique de la charte du malade. Orientation du malade au sein des établissements de santé, amélioration de l'hygiène et de la salubrité dans les formations sanitaires, amélioration de la communication interne et formation continue sur les textes. Le groupe 2, RAMU et gratuité. C'est l'opérationnalisation du RAMU, les gratuités, tarification et les assurances sociales. Actualisation de la stratégie de financement de la santé. Si la 3e thématique traite de la gestion des urgences et ressources humaines, la 4e, quant à elle, s'intéresse à la gouvernance, texte et diagnostic du système de santé communautaire. Il s'agira là de la réalisation de l'audit institutionnel, organisationnel et fonctionnel du ministère de la Santé et du Développement social. La réalisation de l'évaluation de la politique sectorielle de santé et de population. La réalisation de l'évaluation du cadre conceptuel de la référence évacuation, l'élaboration et l'adoption de nouveaux textes dans le Code de la santé publique. Les résultats de ces 3 jours de travaux devront contribuer à la refondation du système de santé au Mali. Un mot de la participation à Kigali, au Rwanda, du ministre de l'Énergie et de l'Eau à la conférence africaine sur l'énergie nucléaire. Le ministre Boubacar Djani a pris part à un panel de haut niveau sur le thème contextualiser les besoins énergétiques de l'Afrique et garantir l'engagement politique. Il a saisi cette opportunité pour présenter la vision du président de la transition en matière d'énergie nucléaire. Je vous invite donc à écouter un extrait de son intervention. Au Mali, nous avons adopté une stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable qui comporte plusieurs axes. Et on a ciblé des régions pour le développement économique du pays. Mais quand on a élaboré cela, on s'est rendu compte quand même que une denrée fondamentale, essentielle, c'est l'énergie. Parce que sans énergie, on ne pourra jamais mettre en œuvre cette stratégie nationale d'émergence et de développement durable qui court jusqu'en 2063. Alors c'est pourquoi les plus hautes autorités ont estimé qu'il est temps de se tourner vers le nucléaire, qui est une énergie durable, fiable. Et si c'est bien maîtrisé, c'est sécurisé aussi. Et c'est ce qui va nous permettre de mettre en œuvre cette stratégie nationale d'émergence pour le développement durable. L'énergie, c'est le secteur vraiment où on a besoin plus de coopération et qui est beaucoup plus avantageuse que n'importe quel secteur. Je prends l'exemple pour l'interconnexion. Vous prenez l'interconnexion entre les pays, par exemple, ça peut beaucoup aider. Celui qui est déficitaire peut enlever sur le réseau. Celui qui est excédentaire peut injecter sur le réseau. Donc la coopération dans le domaine énergétique est fondamentale. Notre stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, l'un des axes de cette stratégie, c'est effectivement le secteur minier. Le secteur minier consomme beaucoup d'énergie. Et nous sommes pénalisés aujourd'hui un peu par rapport aux investissements dans ce secteur parce que nous n'avons pas à fournir correctement l'énergie nécessaire pour l'exploitation de nos ressources minières. Donc c'est très important pour nous de se tourner vers les petits réacteurs peut-être modulaires nucléaires qui pour nous est une énergie fiable et durable.
la première session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation au titre de l'année 2025. Adoption du règlement intérieur de l'organe après son examen a sanctionné les travaux, nous disent. Depuis le Niger, Ramatou, Adamou Ali, Suleiman Wali et Abdoulaye Ali. Débuté le lundi 30 juin 2025, les travaux en séance plénière de la première session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation CCR au titre de l'année 2025 se poursuivent activement sous la présidence du président du Conseil, Dr Mahmoud Harouna Djingare. Après la constitution des commissions de l'organe le lundi 30 juin 2025, les conseillers ont procédé à l'examen article par article du règlement intérieur soumis à leur appréciation à travers des débats et discussions. À l'issue de cet exercice, le règlement intérieur de l'organe, qui compte une 60aine d'articles, a été adopté hier mardi. Sous réserve des amendements, ensemble, le règlement intérieur est adopté. Cette première session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation se poursuivra en séance plénière jusqu'au 12 juillet, date de sa clôture, avec à l'ordre du jour l'examen des textes soumis à l'appréciation des conseillers par le CNSP notamment. Direction le Burkina Faso, où je vous invite à suivre le compte-rendu du Conseil des ministres présidé ce mercredi par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, suivant Ahadi Sandaba. Nouveau découpage administratif, le Burkina Faso réorganisé en 47 provinces et 17 régions, ainsi en a décidé l'hebdomadaire Conseil des ministres de ce mercredi. Un nouveau dispositif organisationnel qui découle de la vision du président du Faso et privilégie le critère de défense stratégique. Il faut noter la création de 2 nouvelles provinces, à savoir la province du Diamoungou avec pour chef-lieu Kanchari, composée des départements de Botou et de Kanchari, la province du Karopeli avec pour chef-lieu Arbinda, composée des départements d'Arbinda et de Koutougou. Au titre des nouvelles régions créées, il faut citer la région de la Siba avec pour chef-lieu Bogandé, composée des provinces de la Nyanya et de la Komanjari. La région du Soum avec pour chef-lieu de région Djibo. La région de la Tapoa avec pour chef-lieu de région Diapaga. Et la région du Sourou avec pour chef-lieu Tougan. Dans la même dynamique, toutes les circonscriptions administratives portent désormais nom endogène. Un changement de toponyme des régions en langue nationale qui vise la promotion de nos valeurs endogènes. La région de la Boucle du Monde par ordre alphabétique va s'appeler désormais la région du Banqui. La région des Cascades va s'appeler désormais la région de Tanunya. La région du Centre va s'appeler désormais la région du Kadiogo. La région du Centre-Est s'appelle désormais la région du Nakambé, la région du Centre-Nord, la région des Kulsé désormais, la région du Centre-Ouest va s'appeler la région de Nando, la région du Centre-Sud va s'appeler désormais la région du Nazinon, la région de l'Est va s'appeler quant à elle la région du Goulmou. La région des Hauts-Bassins s'appelle désormais la région du Guirico. La région du Nord s'appelle désormais la région de Yadga. La région du Plateau central s'appelle désormais la région de Oubri. La région du Sahel s'appelle désormais la région du Liptako. Et la région du Sud-Ouest, pour terminer, porte désormais le nom de la région du Djoro. De même, les provinces du San-Mantenga et l'Oubri-Tenga deviennent respectivement le San-Bon-Tenga et le Bassi-Tenga. La province du Soum prend le nom de Dialgoji et la Kossi s'appellera désormais Kossin. Pour la mise en œuvre de cette réorganisation administrative, une période transitoire de 6 mois a été décrétée à cette rencontre de l'exécutif burkinabé.
Je vous amène au CICB pour parler de cette fin de plénière au Conseil national de transition dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025. Pour cette ultime session, avant les vacances bien méritées, les membres du CNT ont planché sur 3 projets de textes intéressant la vie de la nation. Tous adoptés, ils portent sur le réajustement du système institutionnel du pays. Aridou Matina, Aboubakar Traoré. Avant d'aller en vacances pour 3 mois, le Conseil national de transition procède à une dernière plénière entrant dans le cadre de sa session ordinaire d'avril. L'exercice du jour a porté sur 3 textes intéressant la vie de la nation, à commencer par le très attendu projet de loi portant révision de la charte de la transition. Ce projet qui permet d'adapter le dispositif de la transition aux mutations politiques, institutionnelles et sécuritaires intervenues dans notre pays a été examiné d'abord par toutes les commissions. Celles-ci ont ensuite émis un avis favorable et adopté des propositions d'amendement à la matière. À l'arrivée, le dit projet de loi a été adopté avec 131 voix pour, 0 contre et 0 abstention. L'adoption de ce projet de loi portant révision de la charte de la transition marque une étape décisive de notre pays vers d'autres chantiers, le chantier de la souveraineté. Et ça montre que nous ne sommes soumis à aucun dictat et que nous faisons face aux réalités de notre pays pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Et également, ça montre que nous sommes résolus à mener le combat avec nos frères les autres pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Et les défis aujourd'hui, c'est la pacification de nos États plutôt que l'organisation d'élections. Le peuple souverain du Mali qui s'est réuni sous la base bien sûr de la manifestation et de l'expression de la souveraineté populaire à travers les consultations est ce même peuple à travers les mêmes forces vives de la nation qui a demandé bien entendu le déverrouillage de cette disposition intangible. Donc voilà qu'aujourd'hui les membres du Conseil national de transition ont bien perçu cette intervention et cette immixtion du Constitution dans la procédure de modification et adopté le texte sur la charte aujourd'hui. Le projet Malidenko visant à faciliter l'accès des populations touchées par la crise de 2012 aux services essentiels pour leur réinsertion a aussi été validé par les membres de l'organe législatif quant à l'adoption du projet autorisant la ratification de l'accord de prêt de financement par l'Association internationale de développement. Un projet très important pour le gouvernement du Mali parce que c'est un projet qui porte sur l'accompagnement des populations dans les zones impactées par le conflit, mais aussi dans les zones à risque. Ce projet couvre essentiellement les régions de Tombouctou, Kidal et Taoudeni au nord, mais également les régions de Kaï, Nioro et Nara. Il va essentiellement s'articuler sur plusieurs composantes, mais avec un accent particulier sur les besoins sociaux de base des populations dans ces zones. Ce projet de loi Malidenko, c'est vraiment l'une des réformes majeures de notre pays en matière du développement local. Parce que c'est un projet initié par le ministre de la Refondation et de la Réconciliation et qui a voulu répartir à la base par rapport au développement local, par rapport à la réalisation des infrastructures de base pour les zones touchées par le conflit au Mali. En vue de la poursuite de la mise en œuvre de son plan d'action, surtout pendant la période des vacances du CNT, le gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 121 de la Constitution du 22 juillet 2023, demande et obtient l'autorisation du Conseil national de transition à prendre certaines mesures par ordonnance. C'est une loi qui va autoriser le gouvernement à intervenir dans le domaine du législatif. La plénière du jour boucle ainsi les activités du Conseil national de transition au compte de la session ordinaire d'avril 2025.
Restons au CNT où cette rencontre était la dernière activité de la session ordinaire d'avril 2025 qui prend fin ce samedi 5 juillet. Occasion pour le général de corps d'armée Malick Diao, le président de l'institution, de faire le point des grandes lignes qui ont marqué la session. Il y ressort que beaucoup de lois portant sur les réformes ont été adoptées, aussi d'autres sujets évoqués comme la vitalité de la diplomatie parlementaire, les récentes attaques terroristes et le soutien indéfectible à nos forces armées. Ce qu'il faut retenir, c'est que la moisson a été riche et abondante durant la session ordinaire d'avril. Le point donc de la synthèse du discours de clôture du président du CNT, c'est avec Aridou Matina. Consacrée par la Constitution pour 90 jours, la session ordinaire d'avril du Conseil national de transition a loin été un moment de repos. Ainsi, plusieurs projets et propositions de loi ont été examinés, notamment la loi organique permettant de baisser les indemnités et certains avantages des membres du CNT et le vote à l'unanimité du plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026. La session d'avril a enregistré l'adoption d'une quarantaine de lois, au nom desquelles figurent plusieurs ratifications d'ordonnances dans les accords de financement. Les lois votées ont concerné également des créations de services dans plusieurs secteurs, particulièrement celui de la défense et de la sécurité. Le Conseil national de transition a apporté des modifications à certaines lois qui, dans la pratique, avaient montré des insuffisances. Dans ce même élan, il vous a plu d'adopter à l'unanimité la loi organique pendant la baisse de nos indemnités et autres avantages. C'est l'occasion pour moi de vous remercier, de vous féliciter pour avoir mis l'intérêt supérieur du pays au-dessus de votre présence. On a donné aussi notre politique à l'unanimité à la loi pour la révision de la charte de la transition, toujours dans le cadre du soutien au processus de refondation du pays. Nous avons encore approuvé à l'unanimité le lundi 19 mai 2025 le plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026. La présente session qui s'achève a permis au CNT de mener une diplomatie parlementaire remarquable. Nos parlementaires ont porté haut la voix de notre institution à la 83e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui s'est tenue le 21 et 22 mai 2025 à Rabat, au Maroc. À la 19e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue à Jakarta et à la 113e conférence internationale du travail qui s'est tenue à Genève en Suisse. Je tiens à souligner que les contributions de nos représentants à ces différentes rencontres nous ont fait honneur. En outre, j'ai personnellement conduit une mission à Niamey pour participer à la cérémonie d'installation du Conseil consultatif de la refondation du Niger. En parlant de notre confédération, Alliance des États du Sahel, je rappelle avec une légitime fierté qu'en plus du passeport, nous disposons d'un drapeau et d'un signe d'unicalité qui a aussi permis l'organisation des premiers Jeux de l'AES. Actualité oblige, le Conseil national de transition condamne les récentes attaques et salue la promptitude et le professionnalisme des forces armées maliennes pour avoir mis fin aux différentes velléités de l'ennemi. Sur le plan sécuritaire, que dire des attaques innombrables de ces derniers jours sur nos petites populations et les symboles de l'État. Sinon, quelles sont la preuve que ces terroristes sont aux avoirs et devaient terroriser davantage. Le Conseil national de transition salue la réactivité exemplaire, le courage et le professionnalisme des forces armées maliennes qui ont infligé de lourdes pertes aux auteurs de ces actes criminels que nous condamnons avec la plus grande vigueur. Nous exprimons notre profonde gratitude au peuple malien pour sa résilience et son soutien indéfectible aux femmes,
Nous les invitons à la vigilance et à la mobilisation autour des forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de transition réaffirme son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de la mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens. Nous accordons également notre soutien indéfectible au président de la transition, chef de l'État ainsi qu'au gouvernement pour les efforts constants en faveur du renforcement de notre outil de défense. Le Conseil national de transition prie pour le repos de l'âme des disparus militaires et des civils décédés lors de ces attaques et souhaite un bon rétablissement au décédés. Ouverte le lundi 7 avril 2025, la session ordinaire d'avril termine officiellement ce samedi 5 juillet 2025. Et vous pourrez suivre l'intégralité du discours de clôture du président du Conseil national de transition tout juste après cette édition. L'intégration de l'enseignement religieux dans le système éducatif malien, c'est le plaidoyer du réseau Islam, Population et Développement. Pour la compréhension de sa vision, le réseau organise une journée d'échange à Bamako. C'est ce que nous dit Batraouri. Exécuté par le RIPOD, le réseau Islam, Population et Développement, le projet ISRA est une initiative conjointe pour une action religieuse stratégique qui vise à soutenir les efforts du gouvernement et des communautés dans la promotion de la liberté religieuse. L'intégration de l'enseignement religieux dans le système éducatif malien est aujourd'hui l'une des priorités des responsables du projet ISRA. Le Mali est un pays laïque, évidemment, mais un pays laïque composé majoritairement des croyants, donc musulmans, chrétiens et même des croyants traditionnels. Parmi les causes d'expansion de l'extrémisme violent, il a été retenu la méconnaissance du citoyen de sa religion. Donc l'un des moyens pour permettre aux citoyens de connaître sa religion, de connaître les valeurs de cohabitation dans sa religion est l'intégration de l'enseignement religieux. Et c'est sur ça que le projet JUSRA est en train de travailler à travers le réseau Islam, Population et Développement qui est un partenaire de mise en œuvre portant la voix de la communauté musulmane. Mais l'activité est menée dans l'intérêt de toutes les communautés religieuses du Mali et dans l'intérêt du Mali tout court. Le ministre a exprimé le vœu d'avoir en sa possession les conclusions et résolutions de la présente journée pour en faire un instrument au profit de l'ensemble de la communauté religieuse du Mali. Nous encourageons le RIPOD à aller dans le sens de la production intellectuelle, dans le sens de la réflexion et dans le sens d'une intégration réfléchie et coordonnée de l'ensemble des problèmes auxquels font face les communautés religieuses du Mali de façon générale. Depuis son démarrage en 2021, le projet JISRA, selon ses responsables, a contribué au renforcement des capacités des leaders religieux dans la prévention et dans la gestion des conflits communautaires, de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et le district de Bamako. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est le coût des réalisations des infrastructures du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dans la région de Bougouni. Une délégation du projet était en visite dans la région pour voir les réalisations faites dans les différentes localités. Au RTM Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Barayogo. Plusieurs infrastructures et espaces pastoraux aménagés ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS de Mali dans la région de Bougouni. Ces infrastructures ont été visitées par les acteurs du projet pour constater de visu l'état des infrastructures et échanger avec des différents comités de gestion. La première étape de cette visite était l'étal de boucherie situé au quartier de Troakabougou. Nous avons demandé, on nous a donné. Donc là, c'est satisfaction sur satisfaction.
Autre endroit visité par la délégation, les magasins d'aliments bétail de Bougouni et le système hydraulique pastoral amélioré de Zantiabougou. Avant la réalisation de ce système hydraulique amélioré, nos animaux perdaient la vie à cause du manque d'eau potable, dans les marigots tout comme dans les mares. Même d'autres bergers de passage bénéficient de ces points d'eau. Avant, Bougouni n'avait pas ce genre d'infrastructure. C'est avec PRAPS 2 que nous avons eu beaucoup de réalisations. Ces infrastructures, vous savez, jalonnent sur une piste initialement identifiée. Donc, si les travaux se poursuivent, ça aide à l'abreuvement des animaux de la localité et des transhumants. Outre ces réalisations, le PRAPS de Mali a permis de financer en 2024 150 activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes pour un montant total de 37 500 000 francs CFA. Rappelons que le coût total des réalisations du projet dans la région de Bougouni est estimé à plus de 900 millions de francs CFA. Retrouvant Sidi El Mehdi Ag Albaka et Sungalo Doumbia, il nous parle du lancement d'un nouveau projet à Kidal. Pour pallier les difficultés auxquelles fait face notre système éducatif, l'ONG Emadarar et ses partenaires lancent le projet dénommé Ihakit, une nouvelle vision qui a pour objectif améliorer les conditions d'accès à l'éducation pour tous, inclusive et de qualité, destinée aux enfants vulnérables. Renforcer les capacités des acteurs de l'école à la base, relever les nombreux défis de l'école dans la région de Kidal, caractérisée par la déscolarisation en masse des enfants et des adolescents de 3 à 18 ans. Les autorités administratives, les forces vives de Kidal et les acteurs du monde scolaire ont répondu à cet appel, chose qui témoigne de l'importance accordée au projet Ihakit. Le projet intitulé Programme pluriannuel de résilience PPR phase 2 pour l'éducation dans la région de Kidal est mise en œuvre sous la coordination de l'UNICEF. Il s'agit du Fonds global pour l'éducation en situation d'urgence financé par ECW. Les salutations de tous les enfants élèves de la région. Cette expose du programme auquel nous venons d'assister est la bienvenue pour les apprenants de la région. Plus précisément les enfants PDS, les réfugiés, les handicapés et les enfants des familles vulnérables. À cet effet, nous remercierons les efforts de tous les acteurs de l'éducation de la région, notamment l'ONG Immédiat et leur financier UNICEF. À noter que cette initiative est conduite par le consortium d'ONG et Madarar, Asrf et Save Children avec l'accompagnement de l'UNICEF et de l'Education Cannot Wait. L'adjudant-chef à la retraite, Joseph Merempe Sakara, repose désormais au cimetière de Bamako-Koura. Décédé vendredi dernier à l'âge de 93 ans, l'homme a servi sa nation avec bravoure et engagement, sa famille, ses proches et amis avec bonté et bienveillance. Hommage lui a été rendu par une foule nombreuse à l'église de Bamako-Koura où des prières et louanges ont été prononcées en plus des témoignages. Récipiendaire de plusieurs distinctions, l'adjudant-chef Sagara s'est distingué dans les différentes campagnes militaires, aussi bien dans l'armée française qu'au sein des forces armées maliennes. Retour sur la riche et combien palpitante vie de l'illustre disparu, c'est avec Aoulisseini Touré. Joseph Sagara est un ancien de l'armée française au sein de laquelle il a combattu sur plusieurs fronts, dont l'Indochine et l'Algérie. Après sa démobilisation de l'armée coloniale, Joseph Sagara intégra l'armée malienne dans le corps de la gendarmerie où il exerça notamment dans le domaine de la santé. Ce qui ne l'empêche pas de participer à toutes les campagnes de notre armée, notamment en 1974 et en 1985. Doté d'un courage singulier, il bénéficia de plusieurs distinctions. Au total, 12 distinctions, dont des médailles commémoratives, commandeur de l'ordre national, officier de l'ordre national et bien d'autres encore. Ses camarades retiennent de lui l'image d'un travailleur acharné, d'un homme droit, d'une intégrité à toute épreuve,
C'est d'ailleurs cette intégrité qui lui a valu de passer 15 ans au grade d'adjudant-chef sans avancement. Il a reçu au total 12 médailles. En voici le détail. Commandeur de l'Ordre national du Mali, officier de l'Ordre national du Mali, chevalier de l'Ordre national du Mali, étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille, médaille d'outre-mer, médaille commémorative d'Afrique du Nord quand il était en Algérie, médaille Croix de guerre, médaille d'engagé volontaire, médaille de reconnaissance de la France, première forme, et la même médaille de reconnaissance de la France, deuxième forme. Bon, quand il est venu à la gendarmerie, on a servi ensemble. Il faisait la santé. C'est un homme très gentil. Son parcours a été formidable. Comme je le disais, quand on est arrivé à la gendarmerie, il faisait la santé. Ouais. Et à ce niveau, il a servi beaucoup de gens. C'était l'ami de tout le monde. Et il est rare de voir des éléments de la gendarmerie de notre temps qui ne le connaissaient pas. Nous avons eu de bonnes relations de collaboration. À l'époque où j'étais directeur des services de santé de l'armée, il travaillait au camp 1 de la gendarmerie. Donc, mais il fut surtout promotionnaire à mon épouse, Safiatou Diallo. Ils ont fait l'école secondaire de la santé ensemble. Et ensuite, ils ont collaboré au camp 1 de la gendarmerie. Et mon épouse était la directrice de la maternité du camp 1, Safiatou Diallo, dite Sophie. Nous ne sommes pas du même âge, mais nous avons travaillé ensemble. Moi, en tant que directeur des services de santé de l'armée, lui, en tant qu'infirmier major au camp 1 de la gendarmerie. C'était un collaborateur hors pair, je peux le dire, qui avait énormément de qualités, aussi bien sociales que professionnelles. L'avènement de l'indépendance trouva notre Joseph à Dakar, au Sénégal, mais son patriotisme l'a poussé à rejoindre le général Soumaré, avec qui il rejoignit sa patrie pour servir dans la gendarmerie en tant que soignant. Ceux qui l'ont connu retiennent de lui un homme bon, aimant. Pour ses parents, il représente un recours pour tous et ne fait pas de distinction entre ses enfants et leurs semblables. Il était camarade de travail de notre père à la gendarmerie. Ensuite, il a été collègue de mon beau-frère. Il était très aimant. Ses enfants ont hérité de cet amour. Avec Mariam et Nema, nous avons été inscrites le même jour à l'école. Nema m'a offert un fourrage dans mon quartier. Mon père et lui sont des cousins germains. C'est mon oncle, je retiens de lui un père aimant, un père qui ne fait pas de distinction entre ses propres enfants et les enfants de ses cousins ou de ses frères. Il a aimé vraiment tout le monde de la même manière et ce que nous retenons de lui, c'est vraiment un homme sincère, un homme de vérité. Il laisse derrière lui une épouse très dévouée, mais désormais confrontée à l'absence d'un mari avec qui elle aura passé de longues décennies de complicité. Dors en paix, Baba Joseph. Tu laisses un vide difficile à combler. Que son âme repose en paix. Amen. À toute la famille durement éprouvée, l'ORTM par ma voix adresse ses sincères condoléances. Point final à ce journal. Merci à tous et bonne soirée.